Alors Christophe André, est né à Montpellier. Il est donc dans sa ville d'origine. Il a une maman institutrice qui, dit-il, lui a donné le goût de la pédagogie et un papa qui était marin qui s'est reconverti dans la papeterie, ce qui, à mon avis, lui a donné le goût des livres. Et on s'en reparlera. Vous étiez médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, où à partir de 2004, vous avez été parmi les premiers à proposer à vos patients une approche de la méditation laïque. Je vous ai parlé de livres. Wikipédia dit que Christophe André en a écrit 33, écrits et coécrits avec des complices que sont Mathieu Ricard, Alexandre Jolien, Thomas d'Azimbourg, rien que ça. Moi, j'ai ma biblio personnelle. Vous voyez que je suis une fan. N'oublie pas d'être heureux, que je recommande, qui est formidable. Se changer, changer le monde, coécrit. Psychologie positive, bon, j'en passe. Vivre heureux, les états d'âme. Et alors, celui que je lis en ce moment, qui est très bien aussi, Imparfait, libre et heureux. On n'est pas là pour parler de mes goûts en matière de lecture, mais vous avez aussi écrit 3 amis en quête de sagesse, 3 minutes pour méditer. Et à propos de 3, vous dites que votre plus grand chef-d'œuvre, ce sont vos 3 filles. À côté de Christophe André, nous avons Olivier Sarlat. Olivier Sarlat, il était auparavant à Toulouse et comme tous les gens intelligents, il est venu vivre à Montpellier. Il est directeur de la région sud de Veolia Eau, ce qui veut dire qu'il manage 700 collaborateurs dans 5 entités sur 6 départements. Les départements de l'Aix-Languedoc-Roussillon, l'Aude, l'Aveyron, le Gard, la Lozère, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Ça fait un peu grand. En plus de ces 5 entités, il a une filiale travaux et il dirige aussi les services centraux ou supports de la direction Veolia Sud-France. Et vous avez aussi été chez la SOR pendant 12 ans, donc les métiers de l'environnement, c'est votre ADN, on va dire. Il a intégré la méditation dans son quotidien depuis 5 ans. Il dit ne pas pouvoir s'en passer pour le calme et la sérénité que cela lui apporte et le fait que ça lui permet d'être présent à lui-même et aux autres. Merci pour votre présence. Vous savez qu'on essaie toujours de faire dans la parité, donc nous accueillons Dorothée Burdin. Dorothée a fait 15 années chez Michelin dans les équipes du marketing et puis elle aussi, c'est une femme intelligente, elle est revenue à Montpellier. Pour y devenir entrepreneur et elle accompagne les entreprises, notamment en facilitation et conduite du changement. C'est une femme de réseau, elle est animatrice du réseau Neoma local. Elle est aussi très impliquée auprès des étudiants dans l'association Pépitellaire et dans l'association Article 1, qui fait de l'intégration. Et elle dit qu'elle puise son énergie, elle aussi, dans la méditation et dans les activités sportives dans la mer, qu'elle partage volontiers avec ses proches. La particularité de Dorothée, c'est qu'elle a aussi intégré de la méditation dans ses ateliers professionnels. Donc elle nous parlera de ça tout à l'heure. Et enfin, nous avons Lilian Pitot. Alors, au CJD, des fois, on essaie d'être impertinent. Et donc, on ne va pas vous servir une messe sur la méditation. On avait aussi besoin de gens qui ont des points de vue différents. Lilian a accepté de venir ici ce soir pour venir nous questionner aussi sur toutes ces questions de la méditation. Il est comme Dorothée passionné d'échanger de réseau, où il puise son énergie. Il en a besoin puisqu'il dirige 2 boîtes avec son épouse, IFCL et GDAS, où il veille à la santé et au bien-être de ses collaborateurs. Et à l'aube de la 50aine, c'est lui qui le dit, il se pose la délicate question de son capital santé personnel.
On lui a un peu vanté les sirènes de la méditation et d'autres techniques de respiration, mais il n'a pas encore osé passer à l'acte. Voilà, donc il viendra nous partager ses doutes pour qu'on puisse aussi éventuellement interroger Christophe André. Voilà, donc nous avons l'immense privilège, je le dis, je le pense vraiment, d'accueillir Christophe André qui va nous accompagner pour une méditation. C'est pour vous, c'est cadeau et c'est maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'a permis de répéter plusieurs fois merci le temps que le micro se lance. Merci beaucoup Anne pour votre accueil. Merci évidemment à tous les représentants, je ne sais pas comment ça s'appelle, du bureau et à tous les adhérents du CJD de m'avoir invité. Je suis vraiment ravi de me retrouver ici à Montpellier, également parmi vous. Je connais le CJD depuis pas mal de temps maintenant, mais c'est la première fois que je rencontre le CJD Montpellier. Donc effectivement, ce que nous vous proposons, c'est de démarrer cette rencontre par un exercice de méditation de 5 à 10 minutes, puis un tout petit topo, j'essaierai de ne pas être trop bavard, et puis surtout un échange entre nous et avec vous. Alors, pour l'exercice de méditation, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude, donc tout va bien se passer, il n'y a pas ne vous inquiétez pas, il vous suffit d'écouter un peu ce que je vais vous proposer et ça va vous permettre de découvrir en quoi consiste la méditation, ou du moins cette forme de méditation qu'on appelle la pleine conscience. Et puis pour celles et ceux qui connaissent déjà, eh bien, ça sera peut-être l'occasion d'un approfondissement. La méditation, en réalité, c'est comme faire une balade dans la campagne, même si on en a fait plein. Dès qu'un ami nous propose d'aller marcher un petit peu comme ça en fin de journée ou après un repas pour nous détendre les jambes, on est content, ça nous fait plaisir. Et dès qu'on a l'occasion de méditer, c'est un petit peu la même chose. On ne se lasse pas de ce type d'exercice. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est de démarrer ensemble ce petit exercice. Et je me permets de vous rappeler que la méditation, ça peut prendre tout un tas de visages, mais celui dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le visage d'une méditation qui n'est pas destinée à nous faire fuir le monde ou à nous faire décoller vers un nirvana éventuel, mais un exercice et une pratique qui a pour vertu de nous faire habiter le monde différemment. Donc pendant cet exercice, on va rester ici, tous ensemble, au quorum, vous allez rester des dirigeants. Quand vous ressortirez de l'exercice, vous serez toujours des dirigeants, des jeunes dirigeants. Simplement, on va voir comment on peut, tout en restant dans la situation où on se trouve, modifier un petit peu la manière d'être présent. Deux petits conseils très simples pour démarrer l'exercice. En méditation, on parle souvent de posture. Ce qu'on appelle la posture peut concerner la posture du corps. Donc si vous le pouvez, mettez votre corps dans les meilleures dispositions possibles pour méditer. Ça consiste, mais une fois de plus, ce n'est pas obligatoire. Chacun fait comme il le souhaite, mais si mes conseils vous intéressent, eh bien, je vous recommande d'avoir vos pieds à plat au sol plutôt que les jambes croisées, d'avoir les épaules ouvertes et vous posez vos mains sur vos cuisses, paume vers le haut, paume vers le bas. Voilà. Si vous pouvez faire ça, c'est encore mieux. Sinon, si une autre position est confortable, c'est très bien aussi. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer. Quand on démarre, c'est plus simple en fermant les yeux. Voilà, c'est tout. Pour la posture psychologique, c'est à peu près aussi simple. L'idée est d'observer son expérience. On ne cherche pas à produire un état particulier, on ne cherche pas à contrôler, à bloquer. On regarde ce qui se passe en nous, instant après instant, avec curiosité et puis aussi avec bienveillance pour celles et ceux qui débutent. Voilà. Alors je vous propose de démarrer l'exercice en prenant conscience du fait que vous êtes ici. Vous êtes ici
Et dans votre expérience de cet instant, il y a par exemple l'expérience de votre respiration. Est-ce que nous pouvons tous ensemble prendre conscience que notre corps est en train de respirer tranquillement? J'espère en tout cas que c'est vrai pour tout le monde. Et prendre conscience très concrètement. La méditation, ce n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est aussi très physique, très corporel, très tangible. Donc par exemple, nous pouvons prendre conscience du mouvement de l'air à chaque inspiration, à chaque expiration, dans notre nez, notre gorge. Prendre conscience du mouvement de notre poitrine et de notre ventre à chaque fois que nous inspirons, chaque fois que nous expirons, sans chercher à contrôler notre respiration. L'idée là, c'est d'observer, de ressentir notre corps qui respire. Et puis, dans notre manière d'être présent, ici et maintenant, nous pouvons aussi observer et ressentir notre corps. Quelles sont les sensations que nous pouvons percevoir dans différentes parties de notre corps? L'idée est simplement de prêter attention à ce corps qui nous accompagne depuis le jour de notre naissance et auquel parfois nous ne prêtons pas véritablement attention. Donc là, nous pouvons prendre quelques secondes pour nous dire, ben voilà, j'ai un corps, comment ça va pour lui à cet instant? Qu'est-ce qu'il est en train de m'envoyer comme message? Et puis, dans ce qui compose notre expérience de cet instant, puisque vous l'avez compris, on reste ici, on ne part pas, on ne s'envole pas vers un état particulier, on intensifie notre présence en prenant conscience de notre respiration, de notre souffle, et on peut prendre conscience des sons également. Que sommes-nous en train d'entendre ici et maintenant? Peut-être entendez-vous comme moi les bruits de la ventilation de la salle, parfois une petite sonnerie de téléphone qu'on a oublié d'éteindre, des mouvements de personnes qui bougent. Et quoi que ce soit, on prend le temps d'écouter ces sons, de les accueillir, de noter peut-être ce qu'ils font naître à notre esprit. Est-ce qu'ils amènent des pensées amusées, des pensées agacées, ou pas de pensées du tout? Voilà, donc de notre mieux, on est dans la conscience de notre respiration, de nos sensations corporelles, dans l'accueil des sons, et peut-être aussi que depuis le début de l'exercice, on a pu être un peu dérangé ou un peu attiré par certaines pensées, puisque comme notre corps qui respire tout le temps, notre esprit produit des pensées tout le temps. Alors, parfois ces pensées sont à l'arrière-plan, comme un petit murmure, parfois
elle capte toute notre attention au premier plan. Et là, pendant ce type d'exercice, on prend conscience que ces pensées sont là, qu'elles vont, qu'elles viennent, qu'elles apparaissent, qu'elles disparaissent ou pas. On les observe, mais on les laisse filer de notre mieux. Autrement dit, on ne se met pas à réfléchir. Réfléchir, c'est se focaliser sur certaines pensées, les développer. C'est très bien de réfléchir, il faut réfléchir, mais lorsqu'on médite, on essaie de débrayer, de laisser les pensées vivre leur vie, de laisser filer. Tout comme on laisse notre corps respirer, tout comme on laisse les sons arriver à nos oreilles, on laisse les pensées vivre leur vie de pensée. Donc vous voyez, il n'y a rien de plus. On ne poursuit aucun autre objectif. On ne cherche à fabriquer rien de plus que cet état de présence, cet état de conscience de ce que nous vivons à cet instant. Voilà, alors on pourrait continuer encore très longtemps. Ça réjouirait peut-être certaines et certaines d'entre vous qui apprécient l'exercice. Ça en attristerait peut-être d'autres, mais en tout cas, on va interrompre ce petit exercice. Donc, on va revenir dans quelque chose de plus classique, un petit échange, un petit topo. Merci en tout cas de vous y être prêté. Vous voyez, en gros, c'est ça, la méditation. On s'arrête et on prend conscience de ce qu'on est en train de vivre, que ce que nous sommes en train de vivre soit quelque chose de pénible, de difficile, eh bien on s'arrête pour comprendre de quelle manière nous sommes en train de réagir à la situation difficile, ou que ça soit quelque chose d'agréable, et là on s'arrête pour prendre conscience de la manière dont on peut savourer cette situation agréable. Donc après, évidemment, les choses s'enrichissent, se complexifient, s'approfondissent, mais la porte d'entrée, c'est exactement ce que nous venons de vivre ensemble. Alors peut-être pour vous situer un petit peu ce phénomène de la méditation, et si vous permettez, donc je vais prendre un petit quart d'heure pour poser un petit peu les choses. C'est une très vieille histoire, la méditation. C'est à la mode aujourd'hui, évidemment. Ça paraît être un truc assez tendance. Tout le monde fait, enfin tout le monde. Beaucoup de gens font de la méditation, etc. Mais en réalité, ça fait plus de 2 millénaires et demi que les humains méditent à toute la surface du globe, en Occident, en Orient. C'est quelque chose de très très ancien, mais qui jusqu'aux années 60 était pratiqué d'abord un peu à l'écart du monde, dans des monastères, des ashrams, des lieux de retraite où les méditants venaient se replier, puis pratiquer intensément, et puis dans des cadres religieux ou spirituels. Aujourd'hui, la révolution, c'est que nous avons mis au point des méthodes, une méthode notamment de méditation, qui est une méthode qui s'appelle la pleine conscience, et qui est une méthode laïque, c'est-à-dire qui ne nécessite pas d'adhérer à un courant spirituel, religieux, d'adopter des rituels, etc. etc. C'est une approche de la méditation qui peut sortir des murs des monastères ou des lieux de spiritualité, puisque elle ne véhicule pas d'idéologie particulière autre que celle de l'enrichissement de notre façon de vivre. La définition de la méditation, ça pourrait être celle d'un entraînement de l'esprit. Quand on médite, on entraîne son esprit à tout un tas de choses. Et ça, c'est très important de le comprendre. Une erreur qu'on fait très souvent en matière de fonctionnement de notre esprit, notre manière de penser, notre manière de réagir émotionnellement, c'est qu'on pense que l'esprit, c'est un truc à part. C'est pas comme le corps. Pour notre corps, on sait très bien que si nous voulons
courir plus vite, plus longtemps, avoir davantage de souffle, être plus souple, être plus musclé. On ne pourra pas juste se lever un matin et se dire « aujourd'hui, je vais être plus musclé, aujourd'hui, je vais être plus souple ». On sait bien qu'il va falloir s'entraîner tous les jours, faire de la course à pied, du yoga, de la musculation, des pompes, que sais-je encore, et qu'à force de répétition de cet entraînement, nous développerons ces qualités physiques auxquelles nous aspirons. Et pourtant, nous commettons par rapport à notre fonctionnement psychologique l'erreur qui est de ne pas appliquer ces règles-là. Souvent, on voit beaucoup de gens qui disent « Bon, allez, résolution de nouvel an ou résolution de rentrée, cette année, je vais moins stresser. Cette année, je vais davantage profiter de la vie, je vais moins crier sur les enfants quand ils m'énervent, je vais davantage écouter les gens, je vais profiter des moments heureux, ça va être beaucoup mieux. » Et on fait un peu l'effort, et puis souvent, c'est dur, on n'y arrive pas. Cette année, je vais moins m'énerver. Cette année, je vais moins m'angoisser. Mais en réalité, c'est aussi absurde de vouloir moins stresser que de vouloir sauter plus haut. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question d'entraînement et de développement d'aptitudes que nous allons avoir à amplifier, à élever. Et la méditation, c'est un peu ça. La méditation, c'est un entraînement qui va nous permettre de développer tout un tas de qualités. Alors on va en parler éventuellement tout à l'heure dans la discussion, des qualités en termes d'attention, cultiver une présence attentive plus pointue, une attention plus stable, ce qu'on appelle la concentration, des qualités en matière de stabilité émotionnelle, être moins réactif au stress, mais aussi savourer davantage les bons moments, des qualités en termes de capacité relationnelle, une qualité de présence face aux autres. Bref, il y a tout un tas de pistes comme ça que va nous permettre d'explorer la méditation. Alors, en quoi la méditation peut-elle concerner des gens comme vous, des dirigeantes et des dirigeants, des personnes qui ont à manager? Eh bien, d'abord parce que vous êtes a priori des humains. C'est-à-dire, en tant que dirigeant, vous allez bénéficier de la méditation d'abord parce que vous êtes des êtres humains et que la méditation est bénéfique à tous les humains, pas seulement les personnes qui pratiquent tel ou tel métier. Mais aussi parce que vous faites un métier difficile, un métier qui fait que vous vous trouvez soumis à des tas de contraintes, à de la concurrence, à la nécessité et l'intérêt aussi de manager des équipes et que donc ces équipes sont extrêmement sensibles non seulement à ce que vous dites, non seulement à ce que vous faites, mais également à ce que vous êtes. Et on sait bien que, par exemple, nos ressentis émotionnels sont contagieux, que ce soit des ressentis émotionnels de sérénité, de tranquillité ou des ressentis émotionnels de colère ou de stress. On sait bien que nos visions du monde sont contagieuses. C'est comme l'éducation des enfants. Les enfants, ce n'est pas tellement ce qu'on leur dit qu'ils ont envie d'écouter, c'est ce qu'on leur montre qu'ils ont envie de reproduire. Et le manager, d'une certaine façon, sa manière d'être et de se comporter peut peser beaucoup plus lourd sur ses collaborateurs que les directives qu'il leur montre, les directions qu'il leur montre ou les recommandations qu'il leur fait. Donc, pour un dirigeant, la méditation peut être une manière d'habiter son rôle de dirigeant, à mon avis, enrichissante. Juste une précision, ce n'est pas du tout d'une part une obligation, on peut être un très bon dirigeant sans méditer, évidemment, ni quelque chose qui va faire que vous allez tout changer de votre manière d'être. C'est pour ça que tout à l'heure, avant de commencer l'exercice, je vous disais, restez où vous êtes, restez qui vous êtes. Vous allez voir, la méditation ne va pas vous transformer en nonne ou en moine ou en grand sage. On reste les mêmes dans l'environnement qu'on a choisi d'habiter, personnel, professionnel, mais un petit peu différent, un petit peu modifié, un petit peu plus présent, etc. La troisième inquiétude qu'ont souvent les dirigeants, c'est que la méditation pourrait les ramollir, les rendre un peu trop zen, un peu trop bisounours, etc.
Ce week-end, vendredi soir très exactement, les rugbymen du Stade Toulousain sont devenus champions de France. 3 semaines avant, ils étaient devenus champions d'Europe. Ce sera peut-être un jour le tour de l'équipe de Montpellier, mais pour l'instant c'est Toulouse. Les rugbymen du Stade Toulousain ne sont pas forcément des bisounours. C'est un coup bas, monsieur André. Pardon ? C'est un coup bas. Je suis désolé, mais vous allez laissez-moi finir mon exemple. C'est pas forcément des bisounours, c'est pas forcément des gens qui sont prêts à céder la place à l'adversaire. C'est des joueurs de rugby professionnels qui se sont battus contre des gens qui voulaient atteindre le même objectif qu'eux. Pourquoi je vous parle d'eux ? Parce que les joueurs du Stade Toulousain, depuis assez longtemps maintenant, pratiquent régulièrement la méditation. Et si je vous donne cet exemple, c'est parce que j'espère que ça vous montrera que ce n'est pas parce qu'on médite qu'on renonce à toute forme de compétition, qu'on renonce à l'excellence, qu'on renonce parfois à la bagarre. L'idée, c'est de poursuivre ces objectifs, parfois dans des environnements compétitifs, mais avec le maximum de calme intérieur et le maximum de discernement par ce qu'on a à faire. Et en ce sens, aider les sportifs de haut niveau à méditer est très très intéressant et je pense montre un petit peu aussi la direction que vous pouvez poursuivre vous-même en tant que dirigeante et dirigeant. Au fond, ce que nous apporte la méditation, c'est bien sûr tout ce qui relève de l'apaisement. On a des tas d'études qui montrent que la méditation est un très bon outil de gestion du stress, entre autres. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout l'aspect discernement, c'est-à-dire la capacité de recul par rapport à ce qui nous arrive, la capacité de résister à l'adversité, la capacité de s'engager de manière durable et stable et forte dans la poursuite de ces objectifs. Donc, ça n'est pas quelque chose qui va faire de vous un dirigeant babacool, un dirigeant un peu ramollo. Au contraire, si vous la pratiquez tout en continuant d'être ce que vous êtes, elle va plutôt renforcer toutes vos autres capacités et peut-être vous en apporter des nouvelles. Alors, on aura l'occasion de reparler, là je ne vais pas être trop bavard, je vais conclure de ces rapports étroits, à mon avis, entre le management et la méditation, mais pour moi c'est presque une évidence. C'est-à-dire quand on voit ce que la méditation apporte à tous les métiers du lien aux autres, que ce soit les métiers de l'enseignement, les métiers du soin ou les métiers du management, en termes de qualité de présence, d'incarnation aussi de certaines vertus, de calme intérieur, d'énergie et de discernement, de capacité à discerner, on comprend que ça soit quelque chose qui puisse intéresser des personnes telles que vous. Je sais aussi que cette journée est consacrée à l'éthique. Et je terminerai sur ça. Lorsqu'on médite, on ne peut pas se mentir. Je peux mentir aux autres personnes, je peux faire semblant d'être ce que je ne suis pas. Quand je m'assieds sur mon banc, je ferme les yeux et que j'examine ce que je suis en train d'héberger comme intention, comme rétrospective des actes que je viens d'accomplir, là je sais si ce que j'ai fait était bien ou n'était pas bien. Là je sais parce que je me mets à l'écoute de mon corps, je me mets à l'écoute de mes émotions et mes émotions mentent rarement. Elles peuvent mentir si je suis trop anxieux, déprimé, si j'ai des problèmes psychologiques, ça peut être la confusion. Mais tout le reste du temps, pour la plupart des gens, les émotions ne mentent pas. Si j'ai fait quelque chose de bien, je me sentirai bien. C'est toutes les études qu'on a sur les comportements d'aide, d'altruisme, etc. Ça fait du bien à notre corps, ça libère de l'ocytocine, ça libère de la sérotonine, et donc c'est un impact biologique bénéfique qu'on perçoit. Et chaque fois que j'ai fait du mal, quand je dis du mal, ce n'est pas des grands péchés ou des grands crimes, mais chaque fois que j'ai été de mauvaise foi dans une discussion parce que je ne voulais pas avoir tort, chaque fois que j'ai un peu haussé le ton alors que du coup j'ai abusé de ma force ou de mon pouvoir, chaque fois que j'ai pris une décision égoïste,
je perçois que c'était pas, que je me sens pas bien, qu'il y a un truc qui ne va pas. Ça, je peux le garder pour moi. Je ne suis pas obligé de faire des grands mea culpa à l'extérieur, mais je sais que si je pratique régulièrement, je serai régulièrement mis face à tout ce que j'ai pu faire de bien, d'accompli, de généreux, de réussi, d'altruiste, comme tout ce que j'ai pu faire d'un peu moins merveilleux. Et peu à peu, peut se dégager, si c'est mon choix, si c'est mes valeurs, une capacité de remise en question, de flexibilité psychologique, une capacité aussi de limiter ce qu'on appelle parfois l'ego. Vous savez, on entend souvent parler de l'ego. Donc l'ego, on en a tous un. L'ego, c'est cet attachement un peu excessif parfois à notre image, au fond à ce que les autres vont penser de nous, qui est important, hein, pourquoi pas, et pas de problème, être soucieux d'avoir une bonne image, mais parfois s'aller jusqu'à nous pousser à des petits mensonges ou à une petite mauvaise foi. Lorsqu'on médite, finalement, on arrive à se détacher plus facilement de ces histoires-là parce qu'on se regarde tel qu'on est, tel qu'on voudrait être, et on perçoit mieux le gap. On peut se raconter des histoires, mais quand on s'arrête pour méditer, on n'y croit plus à ces histoires. Alors que dans le feu de l'action, des distractions et tout ça, on peut continuer d'y croire. Donc voilà pourquoi je pense que c'était une bonne idée de pouvoir vous faire réfléchir tous ensemble sur ces histoires de méditation. Une fois de plus, l'idée, c'est pas de devenir autre, quelqu'un d'autre, de très différent de ce que vous êtes, c'est de rester vous-même, mais peut-être en un petit peu mieux. Mais ça, on va beaucoup mieux le voir en discutant tous les 5 maintenant. Merci de votre attention. Merci. Et en effet, ce qui est intéressant, c'est de voir comment en pratique, dans un quotidien de dirigeant, on peut essayer de mettre en place et même réussir, c'est mieux qu'essayer. Ce que vient de nous expliquer Christophe. Olivier, vous méditez quotidiennement, je crois. Alors, comment y êtes-vous arrivé ? Qu'est-ce qui vous y a amené ? Et comment est-ce que vous y arrivez tous les jours ? En fait, c'est d'abord un constat. Il y a quelques années, en prenant un temps, en fait, on se rend compte que les journées passent à toute vitesse. Le stress augmente, la charge mentale augmente. Et vous savez, ces pensées parasites qui tournent un peu en boucle et qui, même à certains moments, quand vous voulez vous poser, prendre un bon livre, peut-être de Christophe André, en fait, vous n'arrivez pas à le lire parce que voilà, elle tourne en rond. Et le quotidien ne vous quitte pas. Et c'est à ce moment-là que je me dis, j'ai un problème d'énergie, j'ai un problème d'équilibre. Et en fait, j'ai besoin de passer plus de temps pour moi. C'est vrai que je passe beaucoup de temps pour mon travail, j'essaie aussi d'en passer avec ma famille, mais en fait, il y a toujours un troisième élément qu'on oublie, c'est soi-même. Et on le fait au détriment des autres. Peut-être par altruisme, mais en tout cas ou par nécessité, ou parce qu'en fait, on ne prend pas ce temps-là. Et en fait, la méditation pleine conscience, que j'ai commencé donc il y a quelques années, en fait, me permet d'avoir ce temps-là, d'avoir cette pause, et ce qui aussi, quelque part, je pense aussi améliore ma qualité de vie. Ça me permet de me recentrer, d'être plus présent pour moi-même, d'être plus présent pour les autres, ce qui fait qu'après, le temps que je passe avec les autres, l'attention que je leur porte, en fait, c'est de la considération. Et je pense que voilà, l'autre le ressent. Et alors, comment je le fais ? Alors, effectivement, je cherchais aussi, comme me disait Christophe André, peut-être pas un 31 décembre ou un 1er janvier, plein de bonnes résolutions. Et puis, voilà, peut-être j'avais besoin d'être guidé. Et en fait, en me renseignant, en fait, je suis tombé sur l'application Petit Bambou, que peut-être certains connaissent dans la salle. Et d'ailleurs, à cette occasion-là, mais j'ai eu l'occasion d'entendre Christophe André. Donc là, je le vois pour la première fois, j'ai même pu le toucher, donc je sais que c'est une vraie personne. Et cette méditation, effectivement, c'est un entraînement. Et c'est devenu en fait un besoin, une nécessité. C'est-à-dire que si j'arrête, à un moment, je sens que j'ai une forme de déséquilibre. Voilà, j'ai une forme de déséquilibre et j'essaie de le faire le matin, effectivement, au lever.
ou alors des fois aussi en voiture ou dans l'avion. Mais voilà, en fait, je ne sais pas s'il y a un bon moment, mais en tout cas, c'est ces moments-là où je peux être, voilà, je peux me recentrer, être avec moi-même, remonter mon niveau d'énergie quelque part. Merci Olivier. Dorothée, je crois que vous pratiquez aussi assez régulièrement. Alors vous intégrez ça dans une routine quotidienne. Enfin, comment vous arrivez à intégrer ça dans votre vie de tous les jours? Alors moi, de la même façon, je le fais tous les matins, donc 10 minutes tous les matins. Et concrètement, aujourd'hui, les journées où je ne le fais pas, où je ne prends pas le temps de le faire, je le paye toute la journée après. Je subis ma journée beaucoup plus et ça me motive pour le jour d'après le faire. Parce que quand j'ai médité le matin, la journée se passe beaucoup mieux. Donc c'est vraiment ça et un peu de sport tous les jours. C'est vraiment les choses qui me permettent d'être plus sereine et plus présente. Merci Dorothée. Lilian, c'était votre première méditation ou vous en aviez déjà fait? Je me suis laissé convaincre avec une étonnante facilité. Vous savez, quand il y a un dîner de cons, quand on vous invite, et à un moment vous dites pourquoi vous êtes là. Et j'ai le sentiment finalement de comprendre, je comprends un peu mieux pourquoi personne n'avait accepté de témoigner à la battle contre-productive. Y a-t-il quelqu'un d'assez stupide dans la salle pour affirmer qu'il est contre la méditation? Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, donc merci pour cette première leçon où au départ, j'ai vu tout un tas de visages épanouis et je suis resté sur ma réserve pendant un bon de 30 secondes avant de fermer les yeux, d'accepter. Et je me suis réveillé à un moment en me disant, tiens, il y a quelque chose qui vient de s'arrêter. On m'a demandé. Donc c'est vrai que j'ai le sentiment de ne pas avoir de raison d'être ici, dans le sens où on le présente d'une telle évidence entre le soin, avoir envie de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, de s'ouvrir à l'extérieur. Et c'est vrai que j'ai noté plein de choses. Donc avec cette frustration, depuis tout à l'heure, ça bouillonne à l'intérieur de sentiments contradictoires en me disant, mais ce que disait Olivier, c'est exactement la problématique du chef d'entreprise. Je bosse du matin jusqu'au soir. Les arguments, j'ai eu l'impression que j'avais un argumentaire, un plaidoyer qui m'était destiné en tout point, en me disant, ok, tu es un chef d'entreprise, t'es pas mou pour autant, le fait de prendre du temps pour toi, finalement, ça coûtera pas grand-chose, tu as tout intérêt à respirer. Quand je parlais de préserver mon capital santé de façon durable, oui, c'est la meilleure façon pour se ressourcer, pour se retrouver. Donc j'ai vraiment le sentiment d'être ici en me disant, merde, j'aurais dû m'en rendre compte un peu plus tôt. Alors, ça ne change rien au fait qu'on peut être convaincu, on peut voir le chant des sirènes, on peut savoir qu'il y a une nécessité de prendre soin de soi, de prendre soin des autres et de se tourner vers soi. Après, concrètement, quand je vois j'ai du mal à respecter le 3-6-5, les respirations. Pour moi, j'ai inventé le 2-6-5. Donc, c'est cohérence cardiaque. On me dit qu'il faut le faire 3 fois. Déjà, si j'arrive à le faire 2 fois, c'est le bout du monde. C'est rarement 6 respirations, c'est rarement 1 minute. Donc, j'ai envie de dire, on a beau être persuadé par tout un tas de bonnes raisons que c'est le moment de passer à l'action. Il y a le fait qui fait que les journées n'ont que 24 heures, qu'on trouve toujours quelque chose à faire. Finalement, on va s'écouler de fatigue, on va arriver à la maison, on va stagner, on va se mettre dans un fauteuil et on va attendre. Et on n'a pas voilà. Donc, convaincu, c'est difficile de ne pas l'être. Donc, c'est déjà la battle est perdue d'avance. Après, la question, c'est truc et astuce, comment on fait pour y aller vraiment? Moi, ce que j'attends, c'est qu'une habitude, ça se prend 4-6 semaines. Est-ce que dans 4 ou 6 semaines, je serai toujours en capacité d'eux? Donc j'ai autour de la salle certains qui m'ont convaincu d'y aller. Je pense à Quentin qui me dit, moi je me mets mon réveil pour m'alerter en pleine pause midinale pour essayer de passer à l'action. Donc voilà, donc aujourd'hui être convaincu, ne pas l'être, je passerai pour le béné de service. Je disais à défaut d'être un béni, oui, béné de service. Maintenant, c'est bien de le savoir. Maintenant, comment on... Alors, je pense, Lilian, que vous posez de très bonnes questions. Je connais d'autres personnes dans la salle qui sont réfractaires à la méditation. Et pourquoi pas? Du coup, on va se tourner vers Christophe André et demander si effectivement la méditation, c'est pour tout le monde, si ça marche toujours, quelles en sont les limites. Oui. Merci beaucoup à tous les trois pour vos témoignages, se complétant l'un l'autre. La méditation, d'abord, il y a un truc qu'il ne faut surtout pas faire, c'est en faire une obligation. Il y a
plein de manières de devenir de meilleurs humains. Il y a des tas de façons, des tas de voies. Donc, franchement, vous savez que ça existe. Si ça vous attire, si vous avez la curiosité, testez-le. Et si ça vous agace parce que c'est un peu à la mode, parce que ceci, parce que cela, faites autre chose. Ce qui me semble important, je crois que c'est Olivier qui le mentionnait, c'est quelque chose, vous disiez Olivier, ce temps que je m'accorde, au fond, je vois bien qu'il bénéficie aux autres, que c'est cette considération que je m'accorde en me contraignant parfois un peu à méditer, c'est la considération que je donne aux autres parce que dans ma manière d'être avec eux, les choses se passeront un peu différemment. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, et vous parliez de Thomas d'Ansembourg, Anne, tout à l'heure, c'est lui qui a la paternité de ce terme. Et Thomas d'Ansembourg, il a inventé cette appellation qu'il appelle l'intériorité citoyenne. L'idée de base de l'intériorité citoyenne, c'est de se dire ce qui se passe à l'intérieur de moi concerne les autres, concerne mes proches, ma famille, mes collègues, mon pays. Parce que finalement, l'état dans lequel je suis, d'une manière ou d'une autre, il va sortir. Si je suis sans arrêt énervé, stressé, je vais être un peu plus agressif avec les gens, je vais moins les écouter, je vais peut-être me sentir moins concerné par certaines tâches collectives, etc. Et peut-être que finalement, non seulement je serai un moins bon conjoint, un moins bon collègue, un moins bon papa, une moins bonne maman, un moins bon dirigeant, mais peut-être aussi un moins bon citoyen. Je serai trop empêtré dans mes contradictions, mes égoïsmes, mes émotions mal réglées, etc. Et je crois que ça, c'est assez important. Alors après, il y a d'autres façons que la méditation, de cultiver son intériorité, de clarifier un peu ses idées. Par contre, la méditation, elle a plein d'avantages. D'abord, c'est facile. Vous avez vu à quel point c'est facile de s'arrêter, se poser, se dire « Ok, juste 3 minutes, tu ne fais rien. » Et ce que disait Lilian, c'est le truc central. C'est-à-dire, on a beaucoup de gens qui nous disent « Écoutez, vous êtes sympa, mais je vais voir un peintre, il me dit que faire de l'aquarelle, ça me ferait du bien. Je vais voir un coach sportif, il me dit que courir, ça me ferait du bien. Je vais voir un spécialiste du piano, il me dit que le piano, c'est top, ça me ferait du bien. » Donc, à la fin de la journée, j'ai plus le temps de faire tous ces trucs-là. Donc, on a cherché et on s'est dit « Ok, Lilian, vous inquiétez pas, on ne va pas rajouter des choses à faire dans votre journée, on va vous demander de continuer de mener les journées que vous meniez, mais différemment. Par exemple, quand vous êtes en train d'attendre sur le quai de la gare TGV que votre TGV arrive, ne surveillez pas l'heure, ne regardez pas votre portable, dites-vous juste « je suis au bon endroit, quand il arrivera, je vais le voir, la porte va s'ouvrir et je monterai. » En attendant, je me pose, je prends conscience de l'état dans lequel je suis à cet instant, sur le quai de la gare, avant de prendre mon TGV. Comment ça se passe dans mon corps? Qu'est-ce que j'ai comme pensée? Ça vous prend pas plus de temps. De toute façon, vous êtes sur le quai et vous êtes obligé d'attendre le TGV, mais ce qu'on vous recommande, c'est d'habiter ce temps différemment. Pareil quand on est dans la salle d'attente du dentiste, pareil quand on est dans la salle d'attente d'un client, pareil quand on est monté dans le TGV, au lieu de tout de suite se jeter sur son portable, se dire « Ok, là, depuis ce matin, tu cours, tu t'accordes juste 3 minutes. » C'est un peu comme ça qu'on cherche à faire rentrer la méditation dans l'agenda des personnes qui n'ont pas le temps de méditer. Il y a une autre façon de faire, ça, parce qu'en gros, si vous voulez, vous avez 3 sortes d'exercices de méditation. Vous avez les exercices qu'on appelle formels, ceux dont Dorothée parlait, c'est-à-dire le matin, on décide de s'accorder 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, parfois plus, les week-ends, pour méditer. Ça, c'est top, parce qu'on va faire des exercices en profondeur, impeccables. Mais on n'a pas toujours le temps. Et quand on démarre, on n'est pas toujours convaincu qu'on va bien le faire. Donc, on a cette deuxième famille d'exercices qui sont des mini-exercices, des petites parenthèses de pleine conscience qu'on s'accorde. Alors nous, une de nos règles aux patients, ce qu'on leur dit tout le temps, c'est chaque fois que vous êtes en train d'attendre quelque part, ne commencez pas
par prendre votre portable et par aller sur les réseaux sociaux, dites-vous, commencez par prendre soin de vous, par vous redresser un peu, par faire une petite visite de sympathie, d'affection à votre corps, par vous remettre à la connexion à votre souffle, par observer dans quel état vous êtes. Après, vous ferez tout le reste. Donc, la deuxième famille d'exercices, c'est ces petites parenthèses qu'on s'accorde sans prendre de temps supplémentaire, mais simplement quand on est en train de suivre ces activités. Et la troisième famille d'exercices, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'il y a des trucs qu'on peut faire en méditant. Quand on se déplace d'un endroit à un autre, je vais d'un lieu à un autre lieu, je peux faire ce trajet en réfléchissant, je peux faire ce trajet en stressant, je peux faire ce trajet en téléphonant, je peux faire ce trajet en marchant, en regardant les réseaux sociaux, et je peux aussi faire ce trajet en pleine conscience, en ne faisant que marcher, en sentant mon corps avancer, en écoutant, en regardant, en percevant. Quand je prépare le dîner pour ma famille, alors, on n'a pas forcément le temps d'éplucher nos carottes et nos patates tous les soirs, mais de temps en temps, on fait à manger pour les proches, pour les amis. Je fais la cuisine en pleine conscience. Je fais seulement l'épluchage des carottes, la préparation de la mayonnaise ou je ne sais quoi, et rien d'autre. Je ne le fais pas en me disant « Tiens, tu aurais dû faire ceci » ou « C'est toujours toi qui fais la cuisine ». Quand je fais la vaisselle, quand je descends la poubelle, je le fais en pleine conscience aussi. Donc, ça vous paraît peut-être un peu bizarre, ces histoires-là, mais on comprend assez vite ce que c'est que d'agir de manière centrée. Parce que si je m'entraîne à me centrer en faisant des choses simples, ben quand je vais être en réunion, quand je vais être en train de parler avec quelqu'un, je vais caler mon esprit sur ce que je suis en train de faire et je vais avoir le plaisir de découvrir que je suis beaucoup plus affûté dans mes capacités d'attention à ce qui est en train de se passer, mes capacités d'observation des personnes que j'ai en face de moi, mes capacités d'écoute, que je serai beaucoup plus confiant. L'écoute en pleine conscience, c'est un truc fabuleux. La plupart du temps, quand on écoute, on n'est pas en pleine conscience, on est en plein contrôle. On se dit, bon sang, mais cet argument, ça ne va pas, tout à l'heure, je vais répondre ceci, ou non, je ne suis pas d'accord, c'est pas... Écouter en pleine conscience, c'est laisser filer tous ces trucs-là et simplement écouter à fond, essayer de rentrer dans ce que dit l'autre, de l'absorber, en faisant confiance à ce moment où, quand l'autre va se taire, je répondrai, et comme j'aurai écouté en pleine conscience, ce qui va ressortir sera peut-être beaucoup plus intéressant que mes interventions après ne pas avoir écouté l'autre en pleine conscience. Ce que je veux dire, c'est que plus vous allez méditer, au début, vous allez la faire rentrer un peu de façon dérobée dans votre vie, la méditation, voilà, sur un quai de gare, dans une salle d'attente. Mais plus vous allez avancer, plus vous allez voir qu'il y aura de moins en moins de différence entre méditation et action. Et que beaucoup de vos actes du quotidien seront des actes pleinement présents, pleinement conscients, au lieu d'être des actes avec un pied dans la situation et puis un pied dans ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, ce que je voudrais qu'il se passe ou ce que je pense de ce qui est en train de se passer. Voilà. Dernier point, je suis très bavard, mais plein de choses à dire. Alors on pourrait vous écouter des heures. L'idée, et c'est vraiment ce que je disais au début, c'est pas de tout abandonner de ce que vous faisiez avant et de redémarrer un truc radicalement différent. Restez qui vous êtes avec toutes vos qualités, tous vos points forts, etc. Mais simplement ajoutez de temps en temps des moments où vous êtes pleinement conscient de ce qui vous arrive. Parfois, c'est très bien de ne pas écouter l'autre et de préparer sa réponse. Pourquoi pas? Parfois, c'est très bien de marcher en préparant ce qu'on a à dire à l'endroit où on va. Mais le faire tout le temps, ne jamais être dans l'instant présent, ne jamais être en pleine conscience, être toujours dans l'anticipation, dans la rumination, dans la préparation, dans le contrôle, c'est épuisant. Et c'est ça qui fait, pour finir, que la méditation est si largement utilisée, étudiée, explorée en médecine. C'est parce qu'en plus, elle est bonne pour la santé, parce qu'elle nous permet de relâcher toute cette pression incroyable qui accompagne en général la vie d'un humain et encore plus la vie d'une dirigeante ou d'un dirigeant. Voilà. Merci. Dorothée ?
Alors Dorothée, vous avez intégré des pratiques de pleine conscience ou de méditation dans vos animations, vos facilitations d'ateliers. Ça se passe comment et ça apporte quoi? Short, s'il vous plaît. Je voudrais juste dire d'abord à Lilian, si je peux, je n'ai jamais réussi à faire la cohérence cardiaque. C'est impossible pour moi. Je suis perdue au bout de 3 trucs. Ça, à la rigueur, mais alors compter 3, 2, 5, 8, j'arrive pas. Et la méditation, en tout cas dans certains outils, est beaucoup plus simple. Et notamment dans donc mes ateliers, donc moi j'anime des collectifs, que ce soit des projets dans la durée ou des ateliers ou un comité de direction chaque semaine. Et dans ces ateliers, en fait, les gens viennent chercher des personnes extérieures parce qu'ils ont besoin de souffler, parce qu'ils ont besoin d'innover, de collaborer plus facilement entre silos. Souvent, dans les entreprises, les gens ne fonctionnent pas forcément tous ensemble. Et là, ils vont chercher quelqu'un d'extérieur qui va, par sa posture, par ses méthodes, aider les équipes à être connectées, à être ensemble. Et dans ces outils, pour moi, la méditation est un des outils clés que j'utilise. Et c'est des choses très simples que j'utilise dans mes ateliers. C'est souvent des outils de Christophe André, mais c'est vrai que c'est comme ça. J'utilise 2 types d'outils très pratiques et que chacun peut utiliser vraiment sans être un expert en méditation. Christophe André, parmi les livres qu'Anne vous a cités, il y a 3 minutes à méditer. 3 minutes à méditer, c'est des podcasts sur France Culture et c'est chaque fois 3 minutes sur une thématique spécifique. Et dans des ateliers récurrents, chaque semaine, en fonction de la thématique du jour, je vais amener une de ces méditations-là. Donc voilà, c'est juste 3 minutes en début de réunion, une fois qu'on s'est mis ensemble. Et tout ce que disait Boris Sirbet pour créer le cadre de sécurité, méditer ensemble, ça aide à ça. Et juste un exemple, par exemple, un matin, je vais choisir réfléchir avec son corps parce que je sais qu'on va être sur une problématique où on a tous déjà beaucoup réfléchi avec le cerveau et que ça ne marche pas, donc il faut trouver autre chose. Voilà. Donc 3 minutes à méditer, je vous invite à le découvrir pour découvrir la méditation ou pour l'utiliser avec vos équipes ou dans vos équipes. Et puis si le besoin est plus important de souffler, notamment en ce moment, les équipes, nous sommes éprouvés par tout ce qu'on a vécu, ou parce qu'il y a plus de temps dans le temps imparti de l'atelier, je vais passer sur des méditations plus longues. Et là aussi, souvent, alors soit c'est très basique, on est dans un beau jardin, on va marcher, on se connecte à ses 5 sens, soit des méditations guidées de Christophe André et de ses amis, et notamment une que j'aime beaucoup parce que très accessible pour tout le monde, qui s'appelle « Foutez-vous la paix en quelques minutes ». Et en 10 minutes, ça permet vraiment de déconnecter. Voilà, donc c'était pour donner des exemples très précis de la façon dont j'ai mis la méditation dans mes ateliers. Puis je reviendrai peut-être sur les résultats, en tout cas ce que disent les gens. Merci Dorothée. Olivier, vous dites que ça vous a apporté quelque chose du point de vue personnel, mais est-ce que ça fait de vous un manager différent de faire de la pleine conscience? Est-ce que ça vous arrive de faire de la pleine conscience dans de l'écoute de salariés, par exemple, comme le disait Christophe? Alors déjà, est-ce que ça fait de moi un meilleur manager? Il faut peut-être le demander à ceux qui me subissent tous les jours. Ils sont là. En tout cas, la méditation pleine conscience, en fait, ça me permet de faire un pas de côté, d'aborder un autre point de vue. Et c'est vrai que déjà, pour moi, quand je fais ce pas de côté, j'essaie de regarder comment je fonctionne d'un point de vue mental. Et quand je fais ce pas de côté, donc je prends du recul au travers d'une conversation, soit en tête-à-tête, soit au travers d'un groupe. Comme je change en fait mon point de vue. Je suis plus dedans. Et le fait d'avoir pris ce recul-là, en fait, je vois aussi des signaux faibles que peut-être je n'aurais pas perçus si vraiment j'étais resté pas en conscience. Pas présent à l'autre ou aux autres qui sont présents avec moi. Et puis ça me permet mais aussi de trouver encore plus de plaisir dans le dialogue et dans les échanges. C'est ce que ça m'apporte, être vraiment dans l'instant présent, d'être ce que je fais, ce que je ressens ici et maintenant, d'avoir la tête au même endroit que les pieds. Et donc dans ce cadre-là, je pense que les autres le ressentent.
ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est voilà, le temps, l'attention que l'on porte, c'est de la considération. Et ça, je pense que c'est important. Je pense aussi que dans la vie de tous les jours, lorsque l'on manage, d'avoir cette prise de recul-là, ça permet aussi de se dire, voilà, d'essayer de distinguer de ce qui est urgent, de ce qui est important. Et de se dire qu'en fait, à un moment, la seule urgence, elle est vitale. Tout le reste, c'est de la priorisation. Et puis d'être plus dans la réponse attentionnée que dans la réaction rapide, qui des fois, où on se dit, tiens, j'aurais pris ce temps-là, cette respiration, j'aurais mieux écouté ce que l'autre m'a dit, mais ça m'aurait permis de... Et puis le dernier point aussi, parce que je pense que c'est important en tant que manager, c'est que, en fait, ça mène vers la méditation, pour moi, ça mène vers une forme d'introspection. De se dire, qu'est-ce qui me fait lever le matin? Qu'est-ce qui me fait avancer dans la journée? Qu'est-ce qui me permet de me construire, de me reconstruire? Parce que, comme vous disiez, Christophe, on n'est pas dans un monde de bisounours. Voilà, il y a des bons moments, il y a des moins bons moments. Et dans ces moins bons moments, comment si des fois vraiment ils m'atteignent très fortement, comment je vais pouvoir me reconstruire et comment je vais pouvoir garder mon rôle de manager vis-à-vis de mes équipes. Merci Olivier. Lilian, vous êtes soucieux du bien-être de vos collaborateurs et de vos clients. On vient beaucoup de parler de bien-être de soi-même, mais aussi des autres. Et au regard de ce que vous avez entendu, qu'est-ce qui ferait peut-être que vous embarqueriez dans votre boîte de méditation ou que vous-même vous sauteriez le pas? Après, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait que je ne le ferai pas? Voilà. Comme vous voulez. Si ce n'est le fait de sens-là. procrastiner, de remettre à demain, d'être toujours dans la logique de Dorothée témoigner quelque chose. C'est vrai que demain, avoir un formateur qui rentre en formation, alors en dehors du JD, je ne sais pas si ça se fait, mais qui va dire, allez, on s'accorde un temps pour soi, c'est culturellement, voilà, c'est plus, je pense, une barrière culturelle. Aujourd'hui, on a encore des ancrages, donc c'est vrai qu'on travaille aujourd'hui sur la qualité de vie au travail, l'accompagnement des collaborateurs avec des démarches collectives de prévention. On n'a pas encore passé le cap de dire c'est à tout un chacun de prendre soin de soi. Donc les arguments, je les entends. Il y a toujours ce petit côté frein à main où on a du mal à démarrer. Après, ce qu'on dit dans tous les témoignages, dans toutes les incitations, dans toutes les règles de bonne conduite, et si on veut prendre soin de soi et des autres, il faut passer le cap. Donc j'ai envie de dire, il n'y a rien qui pourrait m'empêcher, si ce n'est un manque de technique, d'outils, d'engagement, le premier pas. Le cerveau me dit qu'il faut, et puis encore la démarche reptilienne qui ferait la main, qui dit non mais bon... est-ce que c'est vraiment pour toi? Est-ce que voilà, les avis sont partagés, même si on voit aujourd'hui qu'on converge vers une approche favorable de la méditation, de la respiration, de prendre du temps pour soi. Donc c'est le côté peut-être irrationnel, je ne sais pas. Il y a un petit blocage qui fait que... En tout cas, je vous remercie à toutes et tous pour ces leçons individuelles particulières. Donc là, j'ai progressé sur la technique et sur le sujet en quelques heures, en quelques minutes. Non, merci. Non, il n'y a rien qui peut empêcher. C'est juste... Il n'y a qu'à. Mais il n'y a qu'à comment? C'est une question qu'on va Christophe, poser. je vais vous donner mon 06 Exactement. si jamais... Comment on fait dans ces cas-là? Je crois vraiment, alors ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est la contrainte, la contrainte de l'extérieur, les gens qui vous encouragent fortement à méditer, ou la contrainte de l'intérieur, se dire, tu devrais. Bon. Mon expérience personnelle, c'est que, la plupart des gens ne viennent pas à la méditation par hasard et n'importe quand. En général, on va vers la méditation quand on en a vraiment besoin et quand on pense que le reste marchera moins bien et qu'on n'a pas d'autres leviers pour se changer. Donc on y va souvent quand on va mal, ou quand on sent que ça pourrait aller mal si on continue comme ça. Donc c'est vrai, évidemment, des patients qu'on soigne, mais c'est vrai de tout le monde, de vous, les dirigeants, mes collègues médecins, quand ils m'appellent pour « tiens, parle-moi un peu de méditation », je sais qu'au bout d'une demi-heure, ils vont m'expliquer qu'ils ont des pépins, etc. Donc, il y a d'abord ce truc-là, se dire au fond, le jour où j'aurai vraiment besoin de la méditation, il est probable qu'il y ait une forme de motivation qui émergera en moi, mais peut-être aussi qu'il y a d'autres choses qui peuvent me faire du bien, qui vous font du bien et qui remplacent la méditation. Alors,
qui n'apporte pas tout ce que peut apporter la méditation, mais qui apporte quand même d'autres choses. Il y a des gens qui trouvent leur équilibre dans le sport, dans un accomplissement artistique. Bon, franchement, moi, en tant que médecin psychiatre, j'ai vu tellement de manières pour les gens d'aller mal et tellement de manières d'aller bien que je suis très très prudent sur le fait de dire il y a cette façon et aucune autre. Donc, vraiment, laissez venir le truc, restez ouvert, restez flexible, voilà, comme on a fait là, faites les expériences, et puis si un jour ça doit se produire, ça se produira, et puis peut-être ça se produira jamais, et c'est pas grave, quoi. Vous savez bien, vous le premier, qu'il y a des tas d'autres trucs qui vous rendent heureux, qui vous font du bien. Voilà, il ne faut surtout pas que vous vous sentiez contraint. Maintenant, une fois de plus, la méditation, c'est facile, ça marche bien, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, c'est gratuit, c'est quasiment gratuit. Vous n'avez même pas besoin de vous acheter une paire de chaussures, ou ça se fait n'importe où, dans n'importe quelle tenue. Donc c'est pour ça que nous, des gens comme moi, ou Fabrice Midal, dont vous parliez, qui fait des méditations dans l'esprit très bien, il dit: commencez par vous foutre la paix, ne cherchez rien, ne vous mettez pas la pression, asseyez-vous et regardez, voilà ce qui se passe. C'est une bonne façon aussi de rentrer en méditation, mais si on fait tant de promos pour la méditation, c'est parce que c'est un truc, c'est comme la marche à pied, voilà. C'est vraiment un truc basique à la portée de tout le monde, mais il y a des gens que ça emmerde la marche à pied, qui préfèrent courir, sauter, pédaler. Parfait, aucun problème avec ça. Merci. On va se tourner vers la salle parce qu'il y a peut-être dans la salle des gens qui ont envie de poser une question à Christophe ou à un des participants. Ou des petits témoignages aussi, hein, si vous avez des... Pas être timide, profitez-en. C'est ici et maintenant. Et si vous êtes tenté, vous avez des micros dans les allées. Tu veux en poser une? Merci. Si tu veux monter au micro, Grégoire, merci beaucoup. Non, je disais juste, moi je suis pas, j'allais dire adepte, mais c'est pas le bon mot. Je me sens pas forcément à l'aise dans la méditation. Et ce que j'aime beaucoup dans le discours là, c'est qu'il n'y a pas d'injonction, en fait. Et je trouve que ça change tout, en fait, parce que c'est l'injonction qui moi me pose souvent problème. C'est l'heure de méditer, assis-toi, on médite. Voilà, ça je sais pas faire. Et moi, ce qui me plaît beaucoup là dans le discours, c'est ça, c'est qu'il n'y a aucune injonction et que chacun fait comme il peut. Voilà, on aime courir, on aime marcher, on aime sauter, chacun fait son choix. Oui. Voilà. Et donc ça me plaît beaucoup. Merci. Ravi, ravi. Et vous savez, restez peut-être au micro parce qu'on va peut-être discuter de ça. C'est Grégoire, hein, votre prénom. Exactement. Vous pouvez, parce que Grégoire, je lui ai demandé de monter sur scène pour dire à quel point la méditation, c'était pénible. Je fais une commission avec Anne qui commence tout le temps par une méditation. Voilà. Et quand on est en plus entièrement en numérique, comme on vient de vivre depuis 1 an, c'est très compliqué dans son bureau, tout seul face à son écran, de dire je vais méditer. C'est super vendeur pour ceux qui vont venir participer à ma commission l'année prochaine. Avec plaisir. Et pourtant, vous avez tous déjà médité et vous méditez toutes et tous régulièrement. Vous prenez un être humain, vous le mettez devant un feu de cheminée, devant les vagues de la mer, devant un beau paysage, et automatiquement, son cerveau se pose, savoure, se rend présent. Et ça commence comme ça, la méditation. On a un cerveau qui sait déjà méditer. Il suffit de développer, de cultiver, si on en a envie, volontairement. Et la méditation, les exercices de méditation tels que ceux qu'on a fait là, c'est juste autoproduire cet état qu'on peut aussi voir émerger naturellement en nous. Quand vous allez effectivement au bord de la mer, vous regardez le ciel, et vous vous laissez porter par la situation en étant pleinement présent, vous êtes déjà en méditation. Donc, pour celles et ceux que ça intéresse de multiplier ce type de présence au monde, les exercices sont là. Pour ceux qui se contentent de leur émergence spontanée, tout va bien. Je sais pas si... Merci, ouais, c'est ça. J'ai bien aimé tout à l'heure, vous avez dit...
méditer, c'est pas être baba cool. Voilà, j'ai bien aimé cette phrase. C'est pour ça que je parlais des rugbymen du Stade Toulousain. C'était pas pour vous faire de peine, mais parfois on me dit méditer, ouais, homme bisounours, ok. Regardez un petit peu les types qui sont champions de France, ils méditent tous. Est-ce qu'ils ressemblent à des bisounours? Est-ce que quand ils sont en face des autres, ils se comportent comme des bisounours? Merci. Merci à vous. Y a-t-il une autre question? Oui, merci. Vous pouvez monter de... C'est un dispositif Covid. Les micros sont stables dans les couloirs. Oui. Oui, voilà. Alors déjà merci parce que ce matin j'ai commencé avec vous pendant 20 minutes sur l'application. Et deuxièmement, ça m'a inspiré ce qu'a dit la personne juste avant, c'est que effectivement, je pense que c'est super important de dire que la méditation c'est pas bisounours. Et vous êtes physiquement quelqu'un qui ressemble vraiment à quelqu'un de très gentil et de très doux, mais il y a aussi des gens qui peuvent être dans l'effort beaucoup plus brut et beaucoup plus voilà, dans l'action, dans l'énergie. Et voilà, je pense que c'est important qu'on n'ait pas comme visu la méditation comme quelque chose de très calme, très doux, très voilà. Les gens sont pas comme ça, les méditants sont pas que comme ça. Oui. Et les méditants, on peut se mettre en colère, etc. Mais l'idée, c'est ce que vous disiez, c'est ce que nous apporte la méditation, c'est qu'au fond, on arrive de plus en plus facilement, tout en restant dans la présence, dans l'action, à voir un peu ce qui est en train d'émerger en nous. On capte mieux les signaux faibles de montée émotionnelle ou de distraction ou de quoi que ce soit. Et du coup, si on sent qu'on est en train de s'énerver, si on sent qu'on est en train de s'angoisser, mais je parle plus volontiers de l'énervement dans le cas l'exemple que vous venez de donner, on va être capable de garder l'énergie de la colère. C'est rare qu'on se mette en colère de façon absurde, il y a toujours une raison, elle est plus ou moins légitime, plus ou moins une grosse ou une petite colère. On garde l'énergie, mais on écarte les scories, c'est-à-dire on est capable, les méditants, ils sont capables, à un moment donné, vous parlez avec eux, puis vous les gonflez, et ils sont capables de vous dire, là, ça ne va pas du tout. Là, si on continue comme ça, je vais piquer une grosse colère parce que ce n'est pas acceptable. Voilà. Et la situation se tend un peu parce qu'ils sont en colère, mais ils n'ont pas renversé la table, ils n'ont pas poussé des cris. Ce que je veux dire, c'est qu'on reste quand même, parfois, dans la vie, il y a des moments où on est dans la confrontation, on est dans la bagarre, on est dans la compétition, et on n'a pas le choix, ou c'est légitime par moment d'y être. Mais ce que nous aide à faire la méditation, c'est d'une part d'y être plus intelligemment, avec plus de calme, en poursuivant ce que les bouddhistes appellent, puisque le bouddhisme influence aussi la méditation, même si c'est une pratique laïque, l'action juste, la colère juste, ou la contradiction juste. On fait ce qu'il y a à faire pour être le plus pleinement adapté. Donc ça nous aide d'une part à ça, et puis d'autre part, j'ai oublié, ça nous aide à autre chose, mais ça va me revenir sur le... Attendez, de quoi je parlais? Oui, de la colère. Oui, éviter les colères inutiles. Quand je décide de me mettre en colère, avoir des colères qui soient productives et qui ne soient pas au-delà. Le problème de la colère, par exemple, ce en quoi aide beaucoup la méditation, ça ne vous empêche jamais de ressentir des émotions, mais ça vous aide à ressentir l'émotion dès qu'elle se lève et à en faire un bon usage. L'inutile de la colère, c'est l'agressivité. Si je délivre un message de manière agressive, mon interlocuteur n'écoute pas le message, mais il reçoit l'agressivité. Et il se souvient de l'agressivité. Donc ça, l'agressivité, c'est l'inutile de la colère, sauf situation exceptionnelle. L'utile de la colère, c'est que quelque chose m'a révolté et que je le dis à l'autre. Et là, on se met à discuter. Et c'est en ça que ça nous aide, mais ça ne nous neutralise pas nos peurs, nos colères, nos tristesses. Simplement, on en fait un meilleur usage. En tout cas, c'est ce qu'on a tendance à observer, à étudier et à transmettre. Merci. Merci à tous. Merci, Monsieur André, encore une fois. Merci.
Merci. On va accueillir maintenant Sandrine Foucault et Indemad. Merci à tous. Et on va se diriger tranquillement vers la clôture de la journée. Donc Indemad, qui monte sur la scène, est vice-présidente du développement économique et numérique à Montpellier Méditerranée Métropole. Elle est cofondatrice de Faciligo. Faciligo, c'est un réseau social qui met en relation les PMR, les personnes à mobilité réduite, et les conducteurs qui souhaitent les aider. C'est donc une boîte qui a plein de sens. Vous êtes enseignant, je crois. Aussi, quelques heures. Voilà. Ne vous mettez pas la pression, laissez venir. Et vous intervenez pour faire avec nous la clôture de cette journée. Merci à vous. Merci. Sandrine. Bienvenue et merci d'être avec nous. Ben, merci, je suis ravie. En tant que partenaire exclusif, on n'aurait rien raté clairement de cette fin de journée et passer après un discours aussi inspirant. J'avoue que c'est complexe. Bon, on est zen là, hein, avec la petite méditation qu'on a pu faire. Alors, Inde et Mad, j'aimerais vous poser une première question et surtout, à l'issue de cette journée, on a tous envie de vous poser la question suivante. Fric ou éthique, Madame la vice-présidente? Alors, je pense qu'on vit une époque où il est indéniable que l'éthique doit être dans nos têtes d'un point de vue écologique, mais évidemment la performance économique, c'est ce qui favorise la réussite de nos entreprises et sur le territoire. Donc il faut trouver un équilibre entre le fric et l'éthique. Et la métropole, ainsi que le maire-président Michael Delafosse, avec lequel nous avons fait campagne, eh bien, nous mettions au cœur de notre liste unie, solidaire, écologiste et innovante, l'éthique et la performance de notre territoire à tout point de vue économique, social, environnemental. Merci. Alors, je dois dire que Montpellier Méditerranée Métropole a montré, dès que nous avons commencé à parler du projet du CJD, un grand intérêt et de l'enthousiasme. Et Sylvie Reitz, qui est dans la salle, je pense que vraiment on peut la remercier parce qu'elle nous a accompagnés avec beaucoup de bienveillance. Et voilà. Mais Sylvie, voilà, on peut l'applaudir. Merci. Voilà, vous n'êtes pas sur la scène, mais merci à vous. Et la question qu'on peut se poser, alors au CJD, on essaie toujours d'être un peu poil à gratter et parfois un peu impertinent. Vous nous soutenez parce que vous avez des valeurs communes avec ce qu'on défend, ou vous faites un peu de valeur washing? Alors, évidemment, on regarde les valeurs. Il faut que les valeurs coïncident pour pouvoir faire sens dans nos actions, les actions qu'on mène, que ce soit au sein de la collectivité ou à travers les dirigeants, et notamment du CJD. Donc le sens pour nous est clairement concurrentiel, et donc évidemment que la continuité se fait naturellement parce que les valeurs que vous portez, nous les portons également. Donc on s'était rencontrés précédemment et j'étais ravie de découvrir le CJD. Je connaissais un peu, on était un peu rentrés dans le détail, et effectivement, à travers vos adhérents, à travers les actions que vous menez, on est à la 3e édition, je crois, il y a des valeurs, du sens, et ce temps dédié à la réflexion, à prendre le temps justement de respirer, de réfléchir aux actions qu'on veut mener parce que le monde va dans une certaine direction et il faut que cette direction nous convienne. Eh bien cela, on le porte tous ensemble. L'intérêt commun, c'est une affaire de tous. Alors, juste par rapport à ce qu'on a vécu récemment, notamment dans la tourmente de la crise sanitaire et économique, quelle vision vous avez, et peut-être mission, pour la métropole, pour justement faciliter l'essor des entreprises de demain? Alors, effectivement, on a traversé une crise inédite. Et à travers cela, il a fallu faire preuve d'imagination, d'innovation. Aujourd'hui, on sait que ça fait partie des forces de notre territoire. On appuie la recherche, on appuie l'innovation pour pouvoir faire face aux défis
du monde, et pourquoi pas être le territoire qui apporte les réponses aux problèmes du monde à travers l'innovation sociale d'usage et à travers la recherche. Donc on a un certain nombre de filières stratégiques qui parlent aux jeunes, qui parlent de souveraineté sanitaire, de souveraineté alimentaire, de respect de l'environnement et d'écologie. Et donc tout cela, nous le co-construisons avec les acteurs parce que voilà, nous sommes là juste pour créer des conditions pour qu'ensuite vous arriviez tous ensemble à voilà, flécher et être dans la même direction. Oui. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et merci à vous, merci à toute l'équipe pour l'organisation de cet événement. Je suis assez surprise et ravie de voir tout ce monde. Et donc, merci pour le temps dédié à ces réflexions qui sont déterminantes, je pense, pour l'avenir de notre territoire, puisque ça se joue en chacun de nous, dans les actions qu'on va mener, que ce soit en famille, au sein de nos entreprises, vis-à-vis des collectivités, entre amis. Voilà, donc merci encore, bravo pour toutes vos réalisations. Eh bien, nous ne l'aurions pas fait sans le soutien de la métropole. Merci. Vous avez cru en nous, vous nous avez donné carte blanche, vous avez participé. C'était un bonheur. Avec grand plaisir. Sandrine. On a aussi, voilà, on a été soutenus. On a beaucoup de gratitude, Sandrine. Alors effectivement, là vous voyez ici l'ensemble des partenaires qui nous ont soutenus et on veut encore une fois les remercier très fort parce que si les partenaires ne sont pas là, l'événement il n'a pas lieu. Donc je voudrais les citer. Alors permettez-moi, je n'ai pas tous les noms de famille en tête, mais je voudrais vraiment les citer parce que oui. On a pu créer une belle relation avec chacun d'eux. Alors déjà la métropole, bien sûr. Merci Indemad et on le redit Sylvie Reitz avec qui on a pu créer une relation très privilégiée, une belle relation de travail, ça a été très chouette. L'entreprise L'Humanisi qui est représentée par Franck Vercher, Veolia Eau de la région sud avec Olivier Sarlat, merci Olivier. Nous avons aussi EY avec Marie-Thérèse Mercier qui nous a soutenus. Nous avons MV Service avec Vincent Rivière. Et vous pouvez tous les applaudir parce que ça a été des gros sponsors. Teaser avec Grégoire Long, Mazar avec Nicolas Léonel, Suncha avec Karine Pelletier, Exaprint avec François Potier, Au fil des toits avec Alexis Raguet, Choose It avec Françoise Noton, Data Sulting avec Gaël Philippe, e-Océan avec Nicolas Bertrand. Vous pouvez les applaudir. Artisan avec Pierre Minaudier, MMA Tribudoc avec Jean-François Narme, ASCM avec Yannick Aquenin, OVA avec Ronnie Garcia, De Bailleul Avocat avec Camille De Bailleul, Sophie Larreau avec Laurent Brieux, Covering Care avec Sylvain Maillard, GDAS avec Lilian Pitot, la CCI de l'Hérault avec André Deljari qui nous fait l'honneur d'être ici, et puis notre partenaire de toujours, l'IDRAC, avec comme représentant Guillaume Ladet, et puis tous les jeunes qui sont là aujourd'hui et à qui je vais aussi adresser mes sincères remerciements, puisque ce sont eux qui vous ont accueillis, et l'IDRAC c'est un partenariat de longue date. Au sein du CJD, on n'a peut-être pas parlé assez aujourd'hui, mais en tout cas, vous l'avez vu, donc pour moi, c'est encore plus concret que de le dire. On croit beaucoup dans la jeunesse. Et au CJD, on croit aussi beaucoup dans l'alternance, les formations d'alternance. Donc chaque année, il faut que vous sachiez que nous avons un alternant ou une alternante qui nous accompagne au sein du CJD et qui suit une formation au sein de l'IDRAC. Cette année, on a la chance d'avoir Natalia David. J'aimerais bien que tu viennes, Natalia. Elle est où, Natalia? Je l'ai prévenue tout à l'heure qu'elle allait monter sur la scène. Tu vas venir ici avec nous. Allez, Natalia. Allez, Natalia. La brillante Natalia. Alors, en général, à la fin de leur alternance, on s'arrache les alternants parce que ils vivent, je crois, une expérience assez unique. Mais en plus, elle est exceptionnelle. Et elle est vraiment exceptionnelle et c'est très sincère. Merci Natalia.
pour tout ton soutien dans cet événement-là. Alors justement, en parlant de cet événement, Anne, ça va être à toi de dire quelques mots. Mais quand même, moi j'en ai quelques-uns à te dire. Non, parce que, on avait dit non. Ah mais tu commandes pas tout. Non. Il y a des choses que je t'ai dit que tu ne maîtriserais pas tout dans cette journée. Alors je vais demander à Greg de venir avec Je moi. voudrais pas pleurer maintenant, Sandrine, s'il te plaît. Tu ne t'es pas gênée pour ma part, donc. Tu m'as toujours appris qu'il fallait hacker les dispositifs. Et là, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, avec Grégoire Lochard, qui est donc mon vice-président, qui est mon binôme, parce que ce mandat, on l'a fait à deux. On voulait te remercier du fond du cœur parce qu'on est à 2 jours de la fin de notre mandat. Des mandats comme ceux-là, ça prend un petit peu d'énergie. On donne beaucoup, mais je vous rassure, on reçoit aussi beaucoup. Et aujourd'hui, ça a été un énorme cadeau que tu nous as fait. Tu as dit plusieurs fois que tu as fait plein d'éloges. Alors moi, je suis toujours un petit peu mal à l'aise avec les éloges, mais c'était un peu facile quand même. Je reconnais. En fait, je crois que c'est plutôt pour nous que c'était facile de te dire oui. Quand, il y a 2 ans et demi, on venait d'être élus, tu es venu nous voir et tu nous as juste présenté un projet qui nous a mis plein d'étoiles dans les yeux. Et c'est toi qui as osé faire ça. Donc nous, je vais dire de dire juste oui. J'aimerais que tous les jours on nous propose des projets comme ça. Et c'est toi qui as eu cette audace de proposer un format comme celui-là, ce voyage qu'on a vécu aujourd'hui, puisque c'est un voyage que tu nous as proposé, alors avec toute une équipe qui va monter sur scène aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont investies sur ce projet, mais c'est toi qui l'as pensé. Et comme un vrai leader, tu as su fédérer les équipes. Mais tout à l'heure, vous le verrez effectivement quand tous les JD qui se sont investis viendront sur la scène. Anne Pelat, c'est quelqu'un qui est très engagé dans le mouvement depuis plusieurs années. Et vous savez, au bout d'un moment, quand on est engagé depuis des années, on fatigue un peu. Alors on se dit, bon, moi j'ai donné, maintenant il est temps que je reçoive. Avec Anne, non, ça ne marche pas comme ça. Anne, elle donne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis on a la chance parce que c'est une femme qui est brillante, qui apprend tout le temps. Et à chaque fois qu'elle apprend, elle donne. Récemment, elle a préparé un MBA et elle a mené une thèse sur l'intelligence collective. Elle n'a pas fait que ça. Immédiatement, allez, une petite émission radio avec des chroniques sur l'intelligence collective, une plénière sur l'intelligence collective, une commission sur l'intelligence collective, un événement où vous avez pu vivre des expériences incroyables aujourd'hui d'intelligence collective. Donc, elle ne s'arrête jamais. Et puis, Anne, c'est une femme qui aime effectivement le côté disruptif des projets. Donc, si c'est quelque chose de trop classique, c'est pas ton truc ça, hein. Il faut que ce soit un peu disruptif. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est connus et que nos planètes se sont alignées. Il y a une petite citation, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je dis petite, c'est mon petit mot, j'aime bien dire petit, c'est mignon. Gandhi, il a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il a dit « Vous avez beau avoir toutes les aptitudes, si vous n'avez pas l'attitude, vous ne réussirez pas ». Moi, je sais pourquoi tu réussis à chaque fois. Parce que tu as tout le temps cette posture qui fait que, en fait, c'est toi qu'on a envie de suivre. Voilà. Alors, avec Greg, on avait envie de te faire un grand merci, te dire un grand merci parce que c'est à toi qu'on doit cette journée. Et pour reprendre une expression de Greg, quand on pense à toi, Greg, il me dit « Anne, finalement, c'est « Sky is the limit ». Et je terminerai comme ça avant de te passer la parole et de faire monter sur scène toutes celles et ceux que tu as su fédérer pour pouvoir nous faire vivre cette belle journée et qui est pour nous un gros cadeau de fin de mandat. Donc, merci Anne. Merci. Si, mais tu n'as pas vu. Alors le CJD, c'est vraiment une équipe incroyable et je voudrais que vous veniez tous à côté de moi sur scène parce que, évidemment, vous en êtes conscients, un événement comme ça ne se fait surtout pas tout seul.
Donc Sandrine est déjà là, voilà. Elle a été chercher les partenariats financiers avec les dents. Oui, absolument. Et j'avais vraiment besoin d'aide. J'ai eu un copilote extraordinaire. Elle est montée sur la scène ce matin. C'est Karine Pelletier. Voilà, Karine. Donc, Karine, j'avais pensé l'événement à ce niveau. Elle l'a projeté, voilà, là-haut. Elle est d'une gentillesse. Elle est d'une... Voilà, vous avez ici des personnes qui font embarquer dans n'importe quel projet. J'ai eu de la chance, elles sont venues avec moi. Il y a Claire Minaudier qui est au fond, voilà, Claire. Claire a géré tous les aspects que je ne voulais pas gérer de gestion avec le quorum, de stand, avec une solidité. Voilà, vous dites à Claire, d'abord, elle s'énerve jamais, tout est facile, elle arrive à tout. Elle a même eu le culot de me dire tout à l'heure que j'aurais pu y aller plus fort si j'avais su, mais j'en avais déjà fait travailler certaines le week-end, les soirs, enfin voilà, des heures pas possibles. On a eu aussi Virginie de Capelle, Virginie qui a construit la matinée. Voilà, qui a été présente tout du long. Dorothée sur les ateliers étudiants qui est allée chercher les partenariats. Dorothée. Gaël Philippe, Arnaud Roussel, Yannick Hanin, venez sur la scène. Vous avez contribué. Sur l'équipe de la communication, Christelle Smith, Christine Gomin, Laure Barbaza, Nico Bouèche sur la billetterie, Élodie Saunier, les repas c'est elle, Ronnie Garcia, David Sierre, où est David ? David était présent au tout début de l'aventure. Voilà, David vient sur scène avec nous. Et Natalia David qui est repartie, elle est restée. Natalia. Et Grégoire Long qui ne veut pas se lever. Grégoire sur scène. Voilà, Grégoire nous a fait le site web. Il nous a fait l'identité graphique. Il a été là quand on en avait besoin, sans jamais dire que nous abusions. Voilà, c'était une équipe absolument fabuleuse. Je leur rends hommage. Sans eux, rien n'était possible. Merci. Alors, il y a aussi eu des gens extraordinaires qui ont accepté de traverser la France pour venir animer des ateliers. Ils vous ont fait vivre des moments formidables. Ils étaient là pro bono, je tiens à le dire. Boris Sirbé, Annick Segabio, Stéphane Daguin, François Lopez, Marine de Beaufort, Guéno Lamingui, Sybille, où est Sybille Pinchina ? Debout Sybille, elle est toute petite, elle peut se lever, c'est une JD, elle a animé des ateliers. Bravo Sybille. Séverine Urbain qui a animé des ateliers. Sylvie Reitz a animé des ateliers. Sylvie, vous pouvez vous lever. Levez-vous s'il vous plaît, tous ceux que j'ai nommés. Annabelle Jaouen, Jean-Yves Deleuze, Daniel Lonne, Marie-Laure Levanvaux, Christine Le Soil peut-être, Hussein Bouganmi, Richard Gomin, Sylvain Maillard. Voilà, c'était votre journée. J'espère que vous y avez pris autant de plaisir que moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, le CJDEI, Damien, tu ne t'es pas levé, mais Damien est venu aussi de l'autre bout de la France. Merci Damien. Le CJD, Sandrine l'a dit, Grégoire l'a dit, je vais leur laisser la main et ils se débrouilleront du reste de la journée. C'est aussi une passation de pouvoir entre l'équipe animée par Sandrine et Greg et la nouvelle équipe. Chers amis, c'est à vous. Bon, ben, c'est le moment émotion. Hein. Je crois que ça sonne la fin pour nous. Ouais. Ouais.
Mais franchement, finir comme ça, bah, c'est chouette. Alors, il y en a qui vont quand même rester, parce qu'il y a une superbe équipe qui nous a... oh, d'accord. Il y a une superbe équipe qui nous a accompagnés pendant 2 années. Et avant de les faire venir, mon cher Greg, je voulais aussi te présenter un petit peu plus quand même à la salle, parce que quand on est élu sur un mandat comme celui-là, de présidente en l'occurrence, ah non mais chacun peut être servi, hein, du CJD, c'est un honneur déjà, mais quand j'ai pris ce mandat, c'était évident pour moi que je ne pourrais pas y aller toute seule. Quand j'ai été élue, pour la petite info, une semaine après, j'accouchais de mon premier enfant. Et je me suis dit, qu'est-ce que m'ont fait faire les hormones d'accepter un mandat comme celui-là. Alors, c'est un petit peu les montagnes russes, finalement, un mandat de présidente dans une belle association comme celle-là. On y apprend beaucoup sur soi, avec les autres, et puis avec toi aussi, Greg. Parce que Greg, ça a été mon binôme, c'est pas juste un vice-président, ça a été mon binôme qui m'a permis de tenir sur mes 2 pattes pendant 2 ans et demi, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, c'est pas que 2 ans, on s'est préparé bien à l'avance. Et Greg, quand je lui ai demandé s'il acceptait de m'accompagner sur ce mandat-là, très vite, tu étais d'accord, mais je pense que tu étais un petit peu fou à ce moment-là de dire oui. Mais bon, je sais pas. Moi, en tout cas, écoute, tu n'étais pas enceinte, c'est vrai. Tu avais moins d'excuses que moi. En tout cas, avec Grégoire, j'ai aussi beaucoup appris. Parce que quand vous êtes amené à prendre des décisions pour l'ensemble d'un collectif, déjà, il faut avoir l'humilité de vous dire que vous ne représentez pas tous les adhérents. Moi, je fais partie d'un grand groupe et j'y suis cadre. Et je me suis dit, waouh, je ne vais pas forcément représenter tous les JD qui sont là. Bon, et puis après, très vite, les JD m'ont dit, enfin, on t'a quand même élu, donc ça, tu ne te poses plus la question maintenant. Et puis Greg aussi faisait partie d'un groupe, alors moins grand, mais quand même. Et là, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'entoure bien, qu'on s'entoure d'un petit groupe qui soit représentatif de notre section. Et c'est à ce moment-là qu'on a constitué ce qu'on a appelé le Labstrat. On l'a fait ensemble. Avant de faire venir nos copains et copines du Labstrat, je voudrais t'adresser un grand merci, Greg, parce que moi, je suis plutôt quelqu'un qui, quand ça ne va pas, je peux être dans la colère. Alors, ça ne veut pas dire que je suis agressive, mais je peux être dans la colère. C'est mon moteur, comme dit souvent Pierre. C'est mon moteur. Quand ça ne se passe pas bien, je me pose toujours la question, bon, alors qu'est-ce qu'il y a de mieux là pour le collectif? Et toi, tu as tout le temps été là pour que on puisse à chaque fois réfléchir à ce qu'il y a à avoir de mieux pour notre mouvement. Et du coup, tu parlais de justesse tout à l'heure, Anne, mais cette justesse, en tout cas, si elle a été ressentie comme ça, et j'en suis ravie, elle n'est pas arrivée toute seule. En tout cas, on a essayé de faire les choses justes, mais parce qu'on l'a fait ensemble. Et grâce à toi, en tout cas, je ne me suis jamais sentie seule dans cette expérience qui est très riche. Et merci, un grand merci pour ça, mon binôme. Greg, c'est un vrai artiste, c'est celui qui aime l'intelligence collective, c'est celui qui pousse l'agilité dans les organisations, et moi j'ai beaucoup appris de ça aussi. On a été parfois le yin et le yang, mais au bout du bout, on voulait toujours être en harmonie, mais sans pour autant sacrifier nos points de vue. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Alors nous, on a pratiqué la décision par consentement. Et ça, on l'a fait avec notre Labstrat. Alors, j'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous veniez, l'équipe du Labstrat. Alors, tous ne sont pas là ce soir, mais Séverine, Thomas, Ronnie, j'ai vu qu'il y avait Yannick,
Antoine, est-ce que tu es encore là? Allez, le Labstrat, si vous pouviez venir sur scène. Alors, il en manque quelques-uns. Merci Yannick. Tu veux peut-être dire un petit mot sur l'Abstrat? Rapide. Parce que je ne vais pas tout dire, moi. Bon, tu es bien parti pourtant. C'est dommage qu'il en manque la moitié. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Mais attendez, vous pouvez vous mettre de même côté, s'il vous plaît, parce que... Ce que tu veux, si c'est un peu rapide. Ouais. Merci pour votre soutien. Merci pour votre amour. Merci pour votre humilité. Et surtout, merci pour tous ces moments où on s'est quand même bien marré, où on a aussi eu des discussions un peu plus, voilà, mais qu'on oublie. Mais merci pour ces moments où on s'est bien marré, dont je me souviendrai vraiment très longtemps. Vous êtes magnifiques, tous. Bravo. Bravo. Alors, je crois que ça va être la fin pour nous. Parce que vous voyez, nous, on a tenté ensemble, on l'a dit, de décider par consentement. Et puis de cela, on s'est dit, on va quand même aller plus loin. Parce que bon, 2, on était bien, mais alors à 8, on était encore mieux. On a fonctionné globalement à 8. Et du coup, on était déjà dans une forme de gouvernance partagée. Et on s'est dit, on va aller vraiment plus loin. Et donc, je l'ai dit ce matin, pour celles et ceux qui étaient là, que nous avons souhaité mettre en place une gouvernance partagée au sein de notre association. Et cela en guise d'expérimentation. Autrement dit, il y a des choses qui vont bien fonctionner, d'autres qui fonctionneront peut-être un peu moins bien, mais c'est pas grave, on va apprendre. Et au CJD, on est là pour expérimenter et innover. Donc, il se trouve que dans cette équipe, parce que c'est quand même une équipe qui est top, il y en a 2 qui ont été cooptés ou élus. Alors, il y a l'élection par cooptation et l'élection sans candidat que nous avons expérimenté cette année, et ça a formé une équipe qu'on va accueillir maintenant, avec Virginie qui est la présidente de ce groupe. Pascal, Grégoire, qui est-ce qui manque? Sylvain, tu es où? Je ne les vois pas en fait. Bakary. La nouvelle équipe, ouais. Bakary, Sylvain, ils étaient perchés tout là-haut. Lydia, tu pourrais peut-être venir sur la scène aussi? Alors voilà, c'est la nouvelle équipe et je vais te laisser, Virginie, présenter ton équipe. En tout cas, nous, on vous souhaite vraiment de vivre 2 très belles années. Quand on est JD un jour, on est JD pour toujours. Alors, on va se mettre, nous, dans une posture où on contribuera là où vous aurez envie de nous faire contribuer. Et en tout cas, on vous souhaite vraiment une très belle aventure à vous tous. Il est temps pour nous de nous retirer. Bravo. Merci. Mais pars pas comme ça, en fait. Greg et Sandrine, je ne vais pas y passer 2 heures parce que je sais qu'en plus votre temps est précieux. Moi, je me permets juste de prendre la parole, pour dire un mot au nom des 8 mousquetaires que nous sommes. C'est le surnom qui est venu en fait assez naturellement, parce qu'on s'est dit que le collectif qu'on voulait former pouvait avoir la devise « un pour tous et tous pour un ». Donc, au nom de ces 8 mousquetaires, je voudrais déjà remercier... Greg, t'en vas pas comme ça. Très rapidement, je sais que vous en avez marre des remerciements, donc je le fais en version rapide. CJD, incroyable. Moi, je suis toujours éblouie par la force, la puissance et l'âme de ce collectif. Et c'est ça que j'ai envie de partager.
C'est une force incroyable et on a la chance de le vivre. Et pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore bien, j'espère que ça vous aura donné un avant-goût et que vous aurez envie de nous rejoindre d'une manière ou d'une autre. Sandrine et Greg, je voulais vous remercier pour votre engagement sans relâche. Vous vous êtes mis au service corps et âme justement dans cette aventure de 2 ans, et merci pour ce que vous êtes. Alors Greg, moi j'avais adoré, une fois on a fait un atelier ensemble et on devait rapporter un objet fétiche, voilà. Alors on avait tous des objets et Greg a commencé et il a mis au milieu un bout de bois. Et il nous a expliqué ce que ça représentait pour lui. Il y avait une peinture très simple d'une branche bleue. Greg, on voudrait t'offrir un autre bout de bois. Donc, vous voyez, c'est un peu du style le collier de nouilles que votre enfant vous donne. C'est-à-dire que c'est le cadeau le plus cheap que vous pouvez recevoir. Mais ça reste un cadeau de cœur. Et donc, c'est un bout de bois sur lequel tu verras quelques noms et que tu dois compléter avec les noms des gens qui vont compter pour vous dans ce mandat. Voilà. Et qui t'accompagneront peut-être dans ton bureau, comme l'autre. Toi aussi, tu as un collier de nouilles, Sandrine. Ton collier de nouilles, alors, je cherchais une pomme de pin. Je cherchais une pomme de pin parce qu'une pomme de pin, outre le fait que c'est très beau, c'est aussi le symbole, enfin c'est ce qui représente dans la nature ce qu'on appelle la glande pinéale, qui est la glande qui est située entre nos 2 hémisphères du cerveau et qui est d'ailleurs qu'on active par la méditation et qui est aussi notre centre un peu spirituel dans notre corps humain. Et j'ai trouvé finalement cette branche où il y avait 2 pommes de pin, vous voyez, et il y avait en fait, ça faisait un peu comme Sandrine et Greg sur la branche. Et je sais que cette complicité, elle a eu beaucoup de valeur pour vous. Alors continuez de prendre soin de ça et de cette complicité. Je me mets avec vous. Je me mets avec vous pour dire que souvent, en fait, quand on vit un changement, ça peut être un peu comme ça s'accouche dans la douleur. Et une douleur qui parfois peut donner l'impression qu'on perd pied, qui peut donner l'envie de mordre les gens qui sont à côté, de croire qu'on ne va pas s'en sortir. C'est une bonne femme qui parle, alors je peux y aller sur ce thème-là. Mais ce qui en est, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose de nouveau, de fragile, et que l'on aime pour ce qu'il peut devenir. Anne, Richard et quelques autres, et vous vous êtes battus pour faire naître cette chose dont on ne connaît pas vraiment qui il est, qu'est-ce que c'est. On n'a pas de mode d'emploi, on ne sait pas vraiment comment ça marche, cette histoire de gouvernance partagée, on ne sait pas non plus comment on va le nourrir, vraiment, encore pendant ces 2 ans. Mais on connaît son ADN, et son ADN, c'est du bon. Nous 7, avec tous ceux qui viendront nous aider pour ça, on en prendra soin, et l'idée, c'est vraiment de le faire grandir et de le faire vivre ensemble. Alors, dans cette aventure ensemble, on s'attachera à faire vivre la raison d'être du CJD, et je trouve que c'est important qu'on la rappelle aujourd'hui. La raison d'être du CJD, c'est se transformer soi pour bâtir des entreprises responsables, durables et agréables à vivre, et agir pour inspirer. Et cette raison d'être, on va essayer de l'incarner le mieux que l'on peut pour nous, pour nos entreprises et pour tous les gens qu'on va côtoyer. On va essayer, pardon, excusez-moi. Je n'ai pas l'habitude de parler avec un... depuis quelques semaines, on se sniffe, on se découvre, en tout bien, tout honneur, je tiens à le dire. On se découvre et on trouve que parfois c'est long. Parfois, on a des temps de travail qui ne sont pas efficaces comme on aimerait qu'ils le soient. Parfois, certains d'entre nous sont plus ou moins extravertis. Certains d'entre nous se connaissent plus ou moins. On ne s'est pas choisi. On ne s'est pas choisi et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'au début, on aurait pu croire que c'était un problème. Et en fait, au fur et à mesure, plus j'y pense, plus je me dis que en fait, c'est ça que j'aurais choisi.
si j'avais su. Souvent, on gagne à changer de perspective. On gagne à changer de perspective parce que, par exemple, ce qui fait le bonheur, c'est certainement pas notre environnement, c'est certainement pas ce qu'on vit, ce qu'on subit, c'est certainement pas ce qui nourrit notre ego, dont on a parlé tout à l'heure. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est notre vision des choses. C'est l'état d'esprit dans lequel on aborde les choses. Et ça nous appartient. Ça nous appartient à chacun. Et là, je me mets avec mon groupe enfin, mon groupe, c'est pas mon groupe d'ailleurs, c'est notre groupe à tous, pour adresser un message à vous tous, à chacun d'entre vous, au JD, à tous ceux qui contribueront à ça, pour vous poser une question qui est vraiment aussi simple que puissante. Et si c'était facile, ensemble! Et on peut monter le son, s'il vous plaît. Magic System. Toujours nous. Ah, ça change pas. Ah ouais. Ah, Shawky avec la douane. Est-ce que ça marche? Ça va pas.